c'est bon, on est bon. Donc on recommence la deuxième et dernière séquence de la matinée sur le même format, c'est-à-dire qu'on donne la parole dans un premier temps aux opérationnels de la bande, même si Nobatech, vous êtes à la fois dans le concret des projets et aussi dans la R&D. Donc vous, c'est intéressant, vous avez toutes les casquettes. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant chez vous. Donc on appelle sur scène 4 intervenants. Donc Jérôme Lopez qui est déjà là, donc qui est directeur du développement de Nobatech. Pierre Bourreau et Tessa Hubert qui sont chefs de projet chez Nobatech. Et puis enfin Sébastien Renaud qui est à la fois partenaire de Nobatech et également dans l'écosystème de Léonard et qui s'occupe de la start-up Newable dont il est cofondateur. Jérôme, vas-y. Donc bonjour à tous. Donc on va présenter cette séquence à 4. Je serai accompagné par deux de mes collègues, donc Tessa et Pierre, ainsi que Sébastien, donc qui est cofondateur de Newable. Donc la séquence, elle va être divisée en trois points. Donc je présenterai très rapidement Nobatech. Ensuite, Pierre va présenter différents cas d'usage et retours d'expérience sur l'utilisation de l'IA, notamment avec des données mesurées sur des bâtiments ou des équipements. Et enfin, Tessa et Sébastien présenteront une collaboration qui est en cours avec une expérimentation qui est en train de démarrer. Alors pour ce qui concerne Nobatech, depuis 20 ans, notre mission est de sécuriser et dynamiser les projets d'innovation et de transition avec et pour les acteurs du bâtiment et des territoires. Et pour faire ça, on s'appuie sur des compétences et des expertises qui sont développées avec mes 80 collaborateurs dans le domaine des matériaux, des procédés constructifs et de l'économie circulaire, mais également dans le domaine de la production et de la gestion de l'énergie, ainsi que dans l'évaluation des impacts environnementaux et les stratégies d'adaptation face au changement climatique, et enfin sur les usages et les nouveaux services qu'on peut imaginer autour des bâtiments. Ces compétences, elles viennent alimenter trois grands métiers. Donc un métier autour du développement de produits où on va accompagner les industriels dans la caractérisation, les essais en labo ou sur le terrain autour des innovations, et jusqu'à accompagner la mise sur le marché des produits en amenant des éléments qui vont permettre d'assurer les produits ou de les valoriser au niveau réglementaire. Ensuite, on a également une activité où on intervient soit en tant qu'AMO, soit dans les équipes de maîtrise d'œuvre avec les architectes ou avec les groupements pour participer à la conception et à la mise en œuvre de projets de construction, de rénovation ou d'aménagement, et où on va participer aux études, travailler sur la garantie des performances et dans l'intégration des innovations sur ces projets. Donc là, on parle de projets qui peuvent être du logement social, du tertiaire, des équipements publics, des collèges, des lycées, mais également des hôtels. Voilà, on travaille sur tout type d'ouvrages. Et enfin, on a une activité de conseil et d'outillage, donc où là on va plutôt accompagner les structures dans des changements de pratiques plus importantes au niveau de la structure. Ça va passer par de la formation, de la mise en place de stratégies d'études et aussi de développer des outils numériques qui vont aider à ces changements de pratiques. Et dans ce cadre-là, on est amené à travailler sur du développement numérique qui croise des data, de l'intelligence artificielle pour aider à la bonne prise de décision ou au développement de nouveaux services avec les acteurs de terrain. Donc voilà en quelques mots Nobatech. Vous dire aussi que pour développer ces compétences et ce savoir-faire, on s'appuie notamment sur des collaborations avec des laboratoires universitaires, et notamment des laboratoires universitaires de Bordeaux, qui présenteront par la suite des projets qui mènent dans ce cadre-là. Et nous aussi, dans le cadre des présentations, on va mettre en avant des collaborations avec l'Université de Bordeaux. Donc je passe la parole à Pierre, qui va donc vous présenter quelques cas d'usage et retours d'expérience. Ok, merci Jérôme.
Donc, effectivement, je vais vous présenter quelques cas d'usage. Tout d'abord, une petite introduction assez brève sur l'IA et comment on l'utilise. Juste pour dire, en fait, on fait de l'IA simplement parce qu'on peut le faire. Donc, et pour pouvoir le faire, c'est qu'il faut avoir beaucoup de données à traiter. Donc, l'IA, c'est pas un outil magique. On en entend parler tout le temps en ce moment. On voudrait l'appliquer à tous les domaines. Mais en fait, pour faire de l'IA, évidemment, il faut se baser sur de la donnée et surtout sur de la donnée qualitative, de qualité. Donc ça, c'était brièvement évoqué ce matin. Je ne vais pas en parler aujourd'hui sur cette présentation, mais on a également beaucoup travaillé sur cette notion de qualifier la donnée pour s'assurer que les modèles qu'on va entraîner, eh ben, ils sont entraînés sur des données qui sont correctes. Donc, dans le cadre du bâtiment, la donnée, elle est diverse. En particulier, on a beaucoup de données de mesure aujourd'hui, beaucoup de capteurs, le décret BACS aussi qui est entré en vigueur et qui pousse à ce qu'on ait des GTB ou de la mesure qui soit un peu généralisée à l'ensemble des bâtiments. Donc, on peut évoquer l'IA pour traiter ces informations et en particulier faire de l'IA surtout pour venir en soutien des métiers du bâtiment, donc toutes les personnes qui doivent, elles, traiter ces informations pour s'assurer que les performances du bâtiment vont être assurées, que le bâtiment va fonctionner correctement. Donc voilà un petit peu les objectifs de notre côté. Traiter cette donnée, appliquer des modèles d'IA en soutien des métiers. Alors, 4 cas d'usage. Donc le premier cas d'usage que je vous présente, c'est un projet passé qu'on a réalisé avec la SEML Route des Lasers, qui est donc une maîtrise d'ouvrage qui est ici sur la métropole bordelaise, qui a dans sa stratégie un vrai pendant pour la numérisation. Ils ont des maquettes numériques qui sont très détaillées, ils ont une GMAO aussi qui est assez fournie et des données GTB qui sont également très très qualifiées. Donc ce qui fait qu'on arrive à travailler dans un environnement très serein quand on vient pour traiter cette donnée, parce que la donnée, elle est quand même déjà très qualifiée. L'idée, c'était donc de travailler sur ce bâtiment-là avec d'autres partenaires. Donc Spinalcom, par exemple, qui développe un Building Operating System. Et donc, eux, l'objectif de cet outil-là, c'est d'agréger l'ensemble de ces informations numériques au sein d'un même outil qui centralise donc toutes les données qu'on va avoir en lien avec notre bâtiment. Et on a travaillé avec le mainteneur du bâtiment afin d'identifier différents cas d'usage et différentes fonctionnalités qu'on pouvait développer pour lui, pour l'aider dans son travail quotidien. Le premier travail qui a été réalisé, c'était donc de travailler sur ce que j'appellerais de la rétro-engineering. En gros, de regarder les données que l'on a, les données de mesure, et essayer de retrouver les différentes consignes et les lois de pilotage du bâtiment. Parce que quand on vous livre un bâtiment, on vous dit voilà, il faudrait appliquer telle règle, et puis ça bouge tout le temps. Et à la fin, vous ne savez plus trop où c'en est, et personne ne sait plus vraiment quelles sont les règles qui sont appliquées dans le bâtiment. Donc on a développé cette fonctionnalité-là pour pouvoir regarder réellement, avoir un contrôle complet sur les règles de pilotage et essayer d'identifier des incohérences ou des règles qui seraient anormales. Ensuite, on a fait d'autres développements sur la base de modèles entraînés, donc un peu comme on a pu voir ce matin sur la présentation des mines de Paris, entraîner des modèles sur l'historique des données de consommation dans le bâtiment, afin de modéliser d'une certaine manière le comportement idéal du bâtiment. Et à partir de ce comportement idéal, essayer de détecter par exemple des dérives de consommation. Donc on a le modèle d'IA qui lui est censé être ce qui devrait arriver, et puis on peut regarder l'écart entre le réel et l'idéal pour essayer de détecter des dérives. Et par ailleurs, on a également appliqué ce même principe pour évaluer les gains d'une action d'amélioration. Donc regarder sur un modèle entraîné sur le passé avant qu'une action d'amélioration, une action de rénovation ait été réalisée, et comparer les résultats de ce modèle-là avec ce qui est réellement observé après rénovation pour mesurer le gain qu'on a pu obtenir.
Donc voilà un petit peu un premier lot de fonctionnalités. On livre ça de manière régulière sous forme de rapport auprès du mainteneur, avec des graphiques qui sont le plus facilement interprétables possible pour lui. Donc ça, c'est construit avec lui. Deuxième cas d'usage, c'est le pilotage des systèmes du bâtiment. Alors là, dans ce cas précis, on travaille sur le bâtiment de GA Smart Building. Donc on reste dans le sud-ouest, mais on change de ville. On est à Toulouse cette fois-ci. Et pareil, GA Smart Building, comme le nom l'indique, ils ont aussi une forte volonté d'inscrire le numérique dans leur stratégie. Et donc on a accès aux bâtiments qui sont les locaux de leur siège social à Toulouse. Avec toujours, ce bâtiment est un terrain d'expérimentation pour eux, et on a accès toujours à des maquettes très très détaillées, à des GTB très poussés, beaucoup de points de mesure, et encore une fois des données très très qualifiées. Donc encore une fois le cadre un peu idéal pour nous pour venir et travailler sur ce type de bâtiment. Et ils ont également des systèmes qui sont assez spécifiques. En particulier pour faire tout ce qui est chauffage et refroidissement dans le bâtiment, ils ont installé des dalles actives, donc le même principe qu'un plancher chauffant, mais sur des dalles en béton. Et en appoint, ils ont des micro-pompes à chaleur RR en façade. Et donc ce système, en particulier donc le système de dalles actives, c'est un système qui a une inertie énorme. Donc au moment où vous avez froid, il ne faut pas juste appuyer sur le bouton pour que tout de suite le chauffage se mette en route. Donc il faut essayer de bien moduler comment ce système-là va fonctionner pour s'assurer que le confort des occupants va être assuré au moment où les personnes vont vraiment en avoir besoin. Et ils ont développé eux-mêmes une première approche pour piloter cette dalle active avec des modèles physiques, donc des modèles RC, pour les mentionner. Et le challenge de notre travail avec eux, c'est de voir si on arrive à faire mieux avec des approches IA. Donc, les modèles RC sont des modèles purement physiques, donc on ne regarde pas du tout les données qui sont liées au fonctionnement de cette dalle active. On modélise le comportement avec tout un tas d'hypothèses. L'approche IA, à l'inverse, c'est de dire, on va regarder les données, on va regarder ce que ça donne dans l'historique, et puis on va essayer de reproduire ce comportement-là avec un modèle, alors qu'il y a un modèle boîte noire, on ne sait pas trop comment il y arrive, mais c'est toute la magie, entre guillemets, de l'IA. Et donc on explore différentes approches, des approches qui sont purement IA basées sur la donnée, et on expérimente également des approches qui mélangent les approches IA et physique, parce que l'IA, quand on l'entraîne sur les données, elle a tendance à trop coller à ces données, et que si jamais un jour il y a un imprévu, le modèle d'IA il est perdu parce qu'il n'a pas anticipé qu'il pouvait se passer quelque chose de différent. Alors que la physique, en général, elle peut aborder ces variantes, mais par contre, elle ne va pas forcément coller suffisamment aux données réelles et à l'historique. Donc, on essaie de mélanger un petit peu ces deux mondes. Et ça, je crois qu'Enguerrand on en parlera un petit peu plus dans la deuxième présentation. Donc voilà pour ce cas d'usage qui est toujours en développement et sur lequel on travaille avec Tessa. Troisième cas d'usage, voilà. Donc là, il s'agit d'un travail assez différent. Donc là, on va partir d'un parc de pompes à chaleur géothermique. Donc on travaille sur ce projet avec le laboratoire IDESEM et puis avec un fabricant de pompes à chaleur qui nous met à disposition tout un tas de données. Donc c'est des pompes à chaleur qui sont déjà installées et qui sont déjà opérationnelles sur différents bâtiments. Et l'idée, c'est donc d'essayer de voir si on ne peut pas identifier des problématiques sur ces pompes à chaleur, donc des erreurs de fonctionnement ou des erreurs d'installation, en comparant le fonctionnement de l'ensemble de ces pompes à chaleur entre elles. Donc essayer de voir si on n'arrive pas à isoler des comportements qui pourraient être anormaux sur le fonctionnement de ces appareils, qui sont des appareils relativement complexes. Ce n'est pas mon métier, mais c'est ce
c'est ce que je comprends, c'est que c'est vraiment des outils très très compliqués. Et donc l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de points de mesure qui sont relevés sur chaque pompe, et donc on peut travailler sur ces données. Tout à l'heure, on avait une présentation sur l'IA, les différents modes d'IA. Donc on peut entraîner des modèles sur les données historiques, donc c'est les modèles supervisés. Ici, on est sur l'IA non supervisée. En fait, on regarde les données, et puis on va essayer de fouiller à l'intérieur pour voir si on n'arrive pas à isoler des éléments qui nous permettent de dire là, il y a quelque chose qui est anormal par rapport à un comportement nominal qu'on devrait avoir. Donc par exemple, ici, sur ce graphe, ce qu'on voit, c'est qu'on a en gros un comportement nominal de l'ensemble des pompes à chaleur ici au milieu. Mais là, il y a des points singuliers qui sont observés, et par l'analyse qui en est faite, on arrive à potentiellement identifier des problèmes de surdimensionnement ou de surdimensionnement de pompes à chaleur. Donc là, on travaille avec le fabricant de ces pompes pour essayer de caractériser l'ensemble des erreurs qu'on voudrait identifier sur ce parc de pompes à chaleur et essayer de voir quels sont les critères d'analyse qu'on pourrait faire ressortir pour identifier les pompes qui ne marchent pas comme souhaité. Et le dernier cas d'usage est relativement similaire à ceux que je viens de présenter. Il s'agit toujours de comparer des éléments entre eux, mais là on ne compare pas des systèmes précis comme les pompes à chaleur, mais on va comparer différents bâtiments pour essayer de caractériser des comportements nominaux de certains bâtiments. Donc on travaille, alors à nouveau un travail de thèse avec deux laboratoires, I2M à Bordeaux et le LASI à La Rochelle, et on travaille sur le patrimoine immobilier des deux universités. Et donc le projet là s'inscrit dans un projet autour de la flexibilité, à savoir essayer d'assurer un équilibre sur le réseau électrique. Et pour ce faire, on travaille plus sur le volet consommation, et essayer de réduire la partie consommation pour pas mettre le réseau en sur-régime à des moments où on aurait besoin de lui donner un peu de flexibilité. Et pour assurer cette flexibilité, ce qu'on recherche, c'est des bâtiments sur lesquels on pourrait faire du délestage sur certains créneaux horaires afin d'assurer cet équilibre sur le réseau électrique. Donc pour ce faire, à nouveau, on va travailler sur des méthodes de clustering, donc qui sont des méthodes d'IA non supervisées. On va regarder le fonctionnement journalier de l'ensemble de ces bâtiments et essayer de trouver quels sont les patrons de consommation de chaque bâtiment pour les regrouper. Donc on a abouti à ce genre de graphique où on a environ 6 ou 7 profils de consommation différents sur un patrimoine immobilier qui est beaucoup plus conséquent avec un nombre de bâtiments important. Et à partir de ces profils de consommation, ensuite, on va pouvoir se dire que potentiellement, on peut faire un délestage entre midi et 13h sur certains bâtiments, entre 9h et 10h sur d'autres bâtiments, et ainsi de suite. Donc, essayer d'assurer ce travail de flexibilité par une caractérisation faite par l'IA. Donc, pour conclure cette présentation, je vais simplement dire aussi qu'on a, chez Nobatech, on travaille avec des outils d'IA depuis maintenant 10 ans. C'est en constante progression. Donc aujourd'hui, initialement, on était 2 à travailler sur ces outils. Aujourd'hui, on approche, je pense, la dizaine de collaborateurs qui travaillent sur et avec ces outils. Et donc, c'est une activité aussi qui s'inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique de l'entreprise et sur laquelle on essaie de pousser une expertise et de continuer à être toujours sur les dernières technologies qui vont pouvoir nous aider. Les cas d'usage que je vous ai présentés aujourd'hui sont appliqués à ce qu'on appelle des données chaudes. Donc en gros, les données de mesure qu'on va avoir dans les bâtiments. Donc, tout ce qui est GTB, IoT et ainsi de suite. Mais on travaille chez Nobatech sur d'autres aspects également. Par exemple sur l'IA symbolique. Donc l'IA symbolique, c'est plus le fait d'essayer de modéliser la connaissance experte, la connaissance métier, de créer des modèles d'inférence ensuite avec des logiques, et puis qui vont pouvoir
donner des conseils. En fait, c'est des systèmes d'aide à la décision pour les utilisateurs. Donc, par exemple, sur la rénovation énergétique, on pourrait modéliser aussi l'expertise métier pour dire bon, ben voilà, il faudrait peut-être mieux faire tel ou tel bouquet de rénovation, sachant que le bâtiment est fait comme ci, comme ça. Donc on travaille sur ces aspects-là. On travaille également sur les traitements de données texte, en particulier texte, mais avec la volonté d'étendre à d'autres types de données, type plan, voire maquette BIM, pour extraire de l'information de manière automatique de l'ensemble des données que les gestionnaires de patrimoine, les mainteneurs, doivent gérer au quotidien. Donc en particulier, aujourd'hui, on travaille avec une start-up, Témélion, sur ces sujets d'extraction de l'information à partir de documents pour faciliter l'accès à l'information dans des corpus qui sont très très gros que les professionnels gèrent aujourd'hui au quotidien. Voilà, je m'arrête ici. Je vais repasser la main à ça. Voilà, merci. Bonjour à tous. Et déjà peut-être en préambule, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Tessa, je voulais remercier le groupe Vinci pour l'événement. Nous, notre histoire avec Vinci, elle a commencé dès le début. Quand on a lancé Newable, on a eu la chance d'être intégré dans l'accélérateur Léonard à Paris. Et donc voilà, on est toujours heureux de poursuivre ces synergies avec le groupe. Donc l'objet, c'est on va vous présenter notre collaboration commune avec Nobatech, et je vais démarrer d'abord par juste expliquer ce qu'on fait chez Newable et comment on s'intègre dans la chaîne de valeur. Donc ça, c'est le constat qu'on a démarré chez Newable. C'est le constat qu'on a fait, c'est que tout propriétaire immobilier achète son énergie à prix fixe ou quasi fixe. Donc la courbe, c'est les prix d'achat sur un immeuble. On a un peu de variation entre heure creuse et heure pleine, mais c'est assez léger. Dans le même temps, et là on a pris la journée d'hier, hein, donc on parlait des chocs externes tout à l'heure. Ça fait un mois que la guerre en Iran est là, et donc avec toute la crise énergétique qui s'installe. Et donc on voit que la plupart du temps, dans la journée, à l'échelle de 24 heures, les prix de l'énergie vont être bien inférieurs à ce que paye le propriétaire immobilier à prix fixe. Et donc on a même cette zone entre 11h et 16h dans la journée d'hier, où l'électricité est quasiment gratuite sur les marchés de l'électricité. Et donc nous, on pense que justement, on a parlé de... il y a un grand panel d'interventions depuis ce matin sur les sujets d'efficacité énergétique. On pense que justement, activer ce levier du prix est aussi un accélérateur pour aller aussi donner un modèle économique et accélérer ces sujets d'efficacité énergétique. Et donc concrètement, chez Newable, on est un fournisseur d'énergie qui va gagner à faire consommer moins dans l'immeuble. Comment on fait ça? On ne vend pas uniquement de l'énergie, on vend surtout du résultat, c'est-à-dire qu'on va piloter les équipements, notamment de CVC dans l'immeuble, et on va s'engager sur l'efficacité énergétique et donc le résultat de ce pilotage. Notre périmètre, c'est donc les parties communes des immeubles tertiaires ou résidentiels collectifs, là où on a les équipements de production communs. Et dernier point important, c'est qu'on n'a pas d'équipement en prérequis à installer au préalable, puisqu'on a pensé cette solution comme universelle, que le bâtiment soit neuf, existant, isolé, pas isolé, avec une GTB, sans GTB. En fait, l'enjeu pour nous, c'est de s'adapter à toutes les situations. Le seul prérequis, c'est quand même qu'il y ait une production centralisée au niveau de la CVC et pas individuelle. Et donc concrètement, effectivement, comment ça fonctionne? Donc le levier principal qu'on active en termes de pilotage, vous l'avez compris, c'est le sujet production CVC. Ça repose sur un triptyque quasiment universel. Bien sûr, d'un côté, un équipement de production donc type pompe à chaleur.
couplé à notre logiciel d'intelligence artificielle qu'on développe en propre et qui nous permet de piloter et d'optimiser les trajectoires. Et le dernier point, c'est effectivement la capacité naturelle de tout bâtiment à développer sa propre inertie thermique qui nous donne cette marge de manœuvre de pilotage, on le verra. Ça, c'est ce qu'on fait dans l'immense majorité des cas, mais justement avec Nobatech, on a voulu aller plus loin, et donc sur le site que Tessa va vous présenter. Et en fait, comment on va plus loin sur ces sujets-là? En fait, on a augmenté artificiellement l'inertie du bâtiment en installant une capacité de stockage thermique, ce qui va permettre à l'échelle de la journée de complètement découpler le moment où on produit de l'énergie du moment où elle est consommée par l'immeuble. Vous l'avez compris, pour qu'elle soit produite au moment le plus adéquat en lien avec les prix d'électricité sur les marchés. Peut-être c'est ça, je peux te passer la parole. Merci. Donc effectivement, Sébastien vous a présenté le grand principe de Newable, c'est-à-dire profiter de la variabilité du coût de l'électricité pour produire au bon moment et stocker au bon moment. Nous, côté Nobatech, l'idée c'était de regarder justement comment mettre en œuvre ce principe-là, ce système-là, et aussi de le tester. Donc ça a commencé par la modélisation de ce système. Donc on a fait des choix arbitraires, on a essayé de modéliser tout un système avec arbitrairement pompe à chaleur, avec un ballon pour le stockage, bâtiment, etc. Et avec pour question centrale à quel moment on va produire l'énergie, la stocker et la déstocker. Donc ce modèle qu'on a créé, c'est un modèle dynamique. On s'est servi de Modelica comme langage et de OpenModelica pour le créer. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va à chaque instant regarder dans quel mode de fonctionnement du stockage on se situe, selon les conditions extérieures, selon évidemment les conditions tarifaires. On a un contrôle de pilotage qui est aujourd'hui on a décidé d'avoir un contrôle relativement simple, c'est-à-dire qu'il est basé sur le prix spot de l'électricité. Donc quand on a un coût qui est bas, on va produire l'énergie et la stocker dans notre ballon de stockage. Quand il est élevé, on va déstocker, sachant qu'on se base sur le prix spot de l'électricité anticipé sur 24 heures et qu'à l'instant T, on regarde en fait si on est dans un quartile bas ou élevé pour décider de ce qu'on fait. On a également développé des librairies Python en interne sur lesquelles on s'appuie pour faire des analyses de sensibilité, donc faire varier les différents paramètres de notre modèle, regarder l'impact que ça va avoir sur différents critères de coût, de performance, parfois les deux. Et donc on a pu explorer divers scénarios et on a confirmé qu'il y avait évidemment un comportement qui était fortement impacté par le dimensionnement de notre stockage et aussi les lois de pilotage, les températures de consigne du ballon, etc. Donc maintenant qu'on a fait ça, l'enjeu majeur, c'était de valider ce modèle et de le confronter à la réalité, donc regarder un peu face à des vraies mesures sur un temps représentatif si ce modèle avait un sens et ce qu'on pouvait en faire. Donc on dispose d'un laboratoire d'essai et de prototypage qui est mutualisé avec I2M, qui se situe sur le site des Arts et Métiers à Talence, où on a installé une cuve, on l'a enterrée, une cuve de 5000 litres, qui est en aval d'une pompe à chaleur et qui du coup fonctionne pour faire du stockage et délivrer cette énergie lorsqu'on a un besoin côté bâtiment. Donc cette installation, elle a été fortement instrumentée, donc on a installé des capteurs de température dans la cuve, dans la terre, à différents endroits. On mesure débit massique, pression, énergie, enfin tout un tas de choses avec un monitoring qui est prévu sur 1 à 2 années. Les objectifs, ils sont multiples. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une volonté de valider les modèles, une volonté de comparer la consommation et le coût d'un tel système face à un système, disons, avec une pompe à chaleur seule et un coût fixe, et évidemment d'explorer divers scénarios de pilotage en conditions réelles. Aujourd'hui, on a 4 possibilités de mode de fonctionnement. Donc, on peut charger la cuve au moment opportun, la décharger, c'est-à-dire alimenter le bâtiment avec,
On peut alimenter le bâtiment tout simplement avec la pompe à chaleur, comme ça peut être fait de manière plus classique. Et on a un mode qui est mixte où la pompe à chaleur va et alimenter le bâtiment et faire du stockage dans la cuve. On a aussi la possibilité de contrôler la charge thermique imposée au bâtiment. Donc on peut avoir une puissance en froid ou en chaud qui est imposée. Donc ça nous permet de tester divers scénarios. Aujourd'hui, on est sur un scénario type bureau avec une puissance, un appel de puissance qui va être élevé en journée entre 8h et 18h et un appel nul, voire nul la nuit. Mais on s'autorise à tester d'autres scénarios comme un scénario à usage résidentiel avec des appels de puissance qui seront différés de la journée. Et au niveau du pilotage, donc on prévoit un pilotage simple, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire justement basé juste sur le coût anticipé sur 24 heures et cette dissociation entre coût élevé et coût faible en utilisant, comme je disais, les quartiles. Et en fait, ce qu'on veut faire, et Sébastien va vous en parler, c'est un pilotage plus avancé, plus optimisé, qui lui va du coup prendre en compte des facteurs idéaux, type la demande de bâtiment, la prévision de la demande de bâtiment, les conditions météorologiques, etc. Donc, je te laisse la parole pour la suite. Effectivement, merci Tessa. Et donc, effectivement, de passer du mode de pilotage simple à optimisé, c'est là où l'IA va rentrer en jeu. Et donc, dans notre cas, l'IA, bien sûr, elle va permettre d'optimiser les trajectoires de pilotage et surtout 24 heures sur 24, 360 jours par an. Donc, entre guillemets, tous les gains se cumulent jusqu'à faire beaucoup à la fin de l'année. Concrètement, comment ça fonctionne donc sur le terrain, on repart à la base. L'énergie électrique, elle est transformée via les systèmes de production en chaleur et donc derrière livrée au bâtiment. Nous, on a un contrôleur qui nous permet de faire le lien entre ces équipements et notre logiciel d'intelligence artificielle qui va du coup sur un jeu de données complet et complexe permettre de définir les trajectoires optimales de pilotage, finalement en redélivrant derrière des ordres très basiques aux équipements, c'est charge de ballon, décharge de ballon, produit, mais tout ça étant optimisé derrière en back-office. Le sujet, pour être précis sur les trajectoires, c'est de disposer des bonnes données. Et comme on est sur du pilotage, il y a un enjeu de modèle prédictif, puisque les données de pilotage dépendent de ce qui va se passer dans les prochaines heures dans le bâtiment. Et donc, sur ces données d'entrée prédictives, on a tout un tas de jeux de données comme la température extérieure, par exemple, ou même les prix spot de l'électricité, sur lesquels on peut acheter facilement des prévisions assez fiables. Donc là-dessus, pas trop d'enjeux. Par contre, là où on n'aura jamais quelque chose de très fiable, on en revient sur le sujet du comportement énergétique du bâtiment et donc d'aller appliquer des modèles qui prédisent les consommations énergétiques. Et donc, plus on est fin là-dessus, plus nos trajectoires de pilotage vont être pertinentes et optimisées. Et donc, c'est là où l'IA nous aide encore. Et là, je pense qu'on rejoint aussi les thématiques qui avaient été présentées précédemment, avec des algorithmes de machine learning couplés à des modèles physiques, entraînés sur des données historiques du bâtiment en question, beaucoup plus fines que des données compteurs, ce qui nous permet derrière justement d'affiner les modèles et d'être de plus en plus performants. En globalité, entre les règles simples qu'on peut écrire sur une feuille de papier et les règles optimisées du pilotage via tout ce que je viens d'expliquer, on observe un écart, donc une diminution du prix, du coût de l'énergie produit d'environ 25%. Et donc c'est pour nous justement de nature à valider finalement l'adoption de l'IA pour aller travailler cette efficacité énergétique. Et peut-être en conclusion, je reviens aussi sur ce qui a été dit sur les équipes sur place, notamment de maintenance, parce que c'est vrai que nous, dans le jargon, on fait ce qu'on appelle du P1, donc énergie, quand les équipes de mainteneurs sont plutôt sur le P2. Et c'est vrai que
on peut faire beaucoup de choses en termes de pilotage dans les immeubles de manière automatique et optimale, mais c'est finalement on ne peut rien faire sans justement une qualité de maintenance qui sera réalisée sur le long terme. Et donc nous, on est plutôt les alliés des mainteneurs, dans le sens où on va leur libérer du temps et de la bande passante pour justement collectivement aller chercher ces économies d'énergie. Voilà là-dessus. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup pour votre présentation. Arnaud Van Hendrich et Aude, ingénieur conseil. Je voulais savoir quel était le modèle économique de Newable. Est-ce que vous rémunérez sur les économies ou est-ce que... Enfin, comment ça fonctionne? Oui, justement, c'est une bonne question. Je ne suis pas rentré dans le modèle économique, ce n'était pas le sujet, mais on peut en parler. Nous, comme je disais tout à l'heure, on gagne à faire consommer moins dans l'immeuble. Donc en fait, dès le premier jour, on va être inférieur au marché. Pourquoi? Parce qu'on achète différemment notre électricité, vous avez compris, de manière beaucoup plus dynamique et appliquée à chaque immeuble qu'un grand fournisseur d'énergie qui n'a pas du tout cette finesse. Et en fait, on a un mécanisme de rémunération au succès qui, en fait, en partie reconstitue notre marge à chaque pourcentage d'économie d'énergie qu'on va aller chercher et qu'on a ciblé au préalable avec le client propriétaire. Ça, c'est le modèle sur l'immobilier existant, puisqu'on a l'enjeu notamment du décret tertiaire, etc., pour aller faire ces moins 10, moins 15, moins 20% d'économie d'énergie avec sans prérequis d'installer un nouvel équipement. Bien évidemment, c'est pour aller plus loin derrière d'installer des nouveaux équipements. Petite question pour Jérôme. Vous êtes combien chez Nobatech et la proportion des effectifs qui travaillent sur des sujets de R&D partenarial? Tu en as un peu parlé là dans ta présentation, mais peut-être de façon plus chiffrée. Donc chez Nobatech, on est 80 aujourd'hui et il y a à peu près les 2/3 des effectifs qui sont impliqués sur des projets de R&D. Ils ne sont pas focalisés uniquement sur des projets de R&D, parfois ils interviennent aussi sur des services, des prestations, de l'accompagnement auprès des entreprises. Et vous, donc Tessa et Pierre, comment vous interagissez avec, vous avez parlé par exemple des partenaires de recherche de l'Université de Bordeaux, etc. C'est quoi votre lien avec le monde académique? On a on a une chaire commune, il me semble toujours, avec l'Université de Pau et une autre avec l'Université de Bordeaux. Dans ce cadre-là, on a des thèses qui sont faites, donc avec les thésards qui sont chez nous à Nobatech. Donc là, j'en ai mentionné 2 aujourd'hui, mais on a d'autres sujets, d'autres thèses en cours avec ces laboratoires-là. Donc principalement, voilà, c'est de l'alimentation un peu commune, on va dire. Nous, on peut amener un petit peu plus de côté pratique ou tout ce qui vient du besoin marché, où on est un peu à l'écoute. Et le laboratoire nous amène toutes les compétences scientifiques pour que nous, on puisse monter en expertise sur une compétence supplémentaire au sein des équipes d'ingénieurs de recherche qu'on a à Nobatech. Ouais. Et pour compléter, moi j'ai commencé à Nobatech justement en faisant une thèse CIFRE. Donc je suis arrivée déjà avec ce pied entre académie et industrie, où on était en association avec l'Université de Bordeaux. À l'époque, on travaillait sur le biomimétisme, donc pas les réseaux de neurones, d'autres inspirations biologiques, mais on avait aussi le Muséum d'histoire naturelle qui était avec nous. Donc c'est aussi comme ça qu'on fait des liens et qu'on va s'associer avec des compétences diverses et qu'on est capable sur certains projets de toujours avoir cette interdisciplinarité qui permet d'explorer beaucoup de sujets. Donc on a beaucoup un pied académique, industrie, et dans beaucoup de projets, comme l'a dit Pierre, c'est grâce à ça qu'on est aussi capable d'aller chercher les compétences quand on les a pas chez nous, quoi. Peut-être une petite question pour Sébastien. On a parlé de ton business model, des premiers clients pour Newable.
Oui, effectivement, on existe depuis un peu plus d'un an et nos clients principalement, c'est les majors de l'immobilier tertiaire, donc qui ont des immeubles type immeubles de bureaux, centres commerciaux, logistiques, etc., qui sont concernés directement par plusieurs réglementations un peu court terme, le décret tertiaire qui arrive dans quelques années, et donc aller chercher, optimiser ces équipements existants en allant chercher des économies d'énergie, ça les intéresse beaucoup, mais aussi d'autres réglementations comme le décret BACS, auquel on apporte aussi une réponse avec notre approche. Et bien évidemment, on rechitait deux typologies, hein, c'est l'immobilier tertiaire, mais aussi le résidentiel collectif, puisque là, on est plutôt dans une logique d'aller optimiser les charges pour les locataires. Nous, on s'engage sur l'efficacité énergétique, donc le fameux COP pour les sachants, et donc ça donne une garantie supplémentaire pour le développeur de projet, pour derrière minimiser le coût. Il y a les études théoriques, mais il y aura ce qui sera réalisé sur le terrain, et donc c'est aussi un levier à activer intéressant. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir à nouveau. Et on appelle maintenant pour la toute dernière séquence l'Université de Bordeaux, donc, qui nous est représentée donc, par Maxime Robillard et Enguerrand de Rotelin de la Roy. Donc, Maxime, il est chercheur à l'Université de Bordeaux et Enguerrand, il y est post-doctorant. Quelques sujets abordés, notamment l'appel à manifestation d'intérêt dont je parlais en introduction, et expliquer de quoi il retourne, quel lien avec le lab, et puis aussi des projets que vous avez pu mener à bien avec Nobatech. Donc tout se recoupe avec la présentation de l'Université de Bordeaux. Merci pour cette introduction et bonjour à tous. Donc effectivement, avec Enguerrand, notre objectif aujourd'hui est de vous présenter comment, grâce à des modèles d'intelligence artificielle, mais également de l'expertise métier, on peut améliorer les démarches de mesure et vérification des performances. Alors, avant de rentrer dans le détail, une brève introduction du contexte dans lequel se déroulent ces travaux. Ces travaux sont menés au laboratoire I2M de l'Université de Bordeaux, dans une équipe de recherche menée par Laurent Morat et Thomas Recht, et en collaboration avec Aline Barlet, qui est psychologue environnementale à l'École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux. Et donc, dans nos activités de recherche, on souhaite développer des services énergétiques en phase d'exploitation des bâtiments, pour d'une part caractériser et maintenir la performance, optimiser le pilotage d'installation, et enfin engager les occupants vers des comportements plus sobres. Et donc, le développement de ces services énergétiques s'appuie sur une approche interdisciplinaire, la modélisation physique, c'est notre cœur de métier, enrichi par la donnée et l'intelligence artificielle, et enfin par la psychologie environnementale sur la partie engagement des occupants. Et aujourd'hui, avec Enguerrand, on va plutôt se concentrer sur la partie caractérisation de la performance et comment la donnée et l'intelligence artificielle peut nous aider dans cette thématique. Alors, ces travaux de recherche s'intègrent dans un contexte des bâtiments connectés, on l'a déjà vu ce matin, ou des bâtiments qui disposent de nombreux capteurs de température, humidité, CO2, de compteurs d'énergie d'eau, ou enfin d'actionneurs ou d'équipements interconnectés qui vont pouvoir traiter un large panel de données opérationnelles et environnementales. Et en se basant sur ces données, on va être capable de développer des services énergétiques. Par exemple, ces services énergétiques vont reposer sur de nombreuses données. Par exemple, à l'échelle de l'Université de Bordeaux, l'Université a déployé de nombreux capteurs de température, humidité, CO2 pour monitorer la qualité de l'intérieur de ces bâtiments. En parallèle, il y a de nombreuses données qui peuvent remonter grâce au GTB présent sur site pour suivre les consommations ou suivre le fonctionnement des équipements techniques. La question derrière, c'est de se dire finalement, ces données brutes, ces données peuvent ne pas être de qualité. On peut avoir, par exemple, des trous dans les données, des valeurs aberrantes, et donc forcément, les services énergétiques qui reposent sur cette donnée peuvent être dégradés à cause de cette donnée de mauvaise qualité. Il est donc indispensable de développer des méthodes de détection d'anomalies, et en particulier, c'est l'objet des travaux récents d'Enguerrand sur le développement de ces méthodes de détection d'anomalies, et comment, grâce à l'expertise métier, on peut améliorer ces méthodes. Merci Maxime. Ah, ça commence mal. Voilà. Donc, moi, mon dada, c'est les anomalies et les données. Et comme vient de vous introduire Maxime, il y en a beaucoup dans les données issues du bâtiment. Donc ici, pour vous illustrer ça, voici une mesure de concentration de CO2 avec en bleu des données normales et en rose des anomalies particulièrement présentes dans les mesures issues du bâtiment. Elles sont de différents types.
On a souvent des pics de données, donc c'est des observations uniques qui vont varier positivement ou négativement. On a également des bruits, où là on va avoir des observations successives qui vont être fortement dispersées. On va avoir des écarts, où là on va plutôt avoir toujours une succession d'observations qui vont être déviées d'un certain biais, et encore des plateaux, où là on va avoir la même valeur pour une succession d'observations. Ça peut être une valeur nominale ou les mêmes valeurs les unes à la suite des autres. Et donc ça, c'est lié à des phénomènes physiques, en général liés au capteur. On peut penser par exemple à une sursaturation du capteur, on peut penser également à un choc ou potentiellement un arrêt de transmission. Et intuitivement, on se dirait qu'on ne va pas détecter des pics de la même manière qu'on va détecter des écarts et des plateaux. Et des types d'anomalies, il y en a encore beaucoup. Là, je vous présente simplement un extrait sur lesquels on a travaillé parce que c'était les plus pertinents. Et quand je dis beaucoup, c'est exactement pareil pour les méthodes pour détecter des anomalies. Ça, c'est pas pour vous faire peur. C'est juste pour dire que quand on se penche sur les techniques de détection d'anomalies ou les méthodes de détection d'anomalies, on va souvent tomber sur ce genre de choses. Et là encore, il n'y en a qu'une 50aine. Globalement, il y a différentes familles de méthodes. Chacune ont leurs propres approches, leurs propres caractéristiques. Parmi les plus utilisées, on pourra citer les méthodes de deep learning qui utilisent des réseaux de neurones, donc ici représentés en rouge, et dont Ayoub vous a parlé précédemment, mais également des méthodes de machine learning, peut-être un peu plus simples à mettre en place que les méthodes de deep learning, ou encore des méthodes d'outlier detection, ici représentées en vert. Alors, nous, on a testé énormément de techniques différentes. Aujourd'hui, on a décidé de vous épargner un petit peu et de vous en présenter seulement 3, parmi les plus utilisées dans la littérature. Alors, les auto-encodeurs, qui sont des méthodes de deep learning, donc tout en haut en rouge, ils détectent des anomalies en fait en déconstruisant la donnée et en la reconstruisant a posteriori. Également des méthodes KNN ou K plus proche voisin en français, qui sont des méthodes de machine learning qui vont se baser sur l'évaluation des distances pour détecter les anomalies. Et enfin, des méthodes d'isolation de forest ou IF, qui sont des méthodes d'outlier detection et qui, elles, sont des méthodes qui vont chercher à isoler les anomalies ou les observations normales. Donc quand on voit tout ça, la quantité d'anomalies différentes, la quantité de techniques différentes, nous on s'est posé quelques questions naïvement, qui sont, est-ce qu'il existe une technique ou un modèle qui permet de détecter tout type d'anomalies? Est-ce que les approches plus complexes comme les méthodes de deep learning sont vraiment plus efficaces que des approches plus simples? Et est-ce qu'il est nécessaire de dédier un modèle par type d'anomalie, ou au contraire on peut en utiliser plusieurs? Et en plus de ça, on s'est posé d'autres questions parce qu'on reste des experts en données. Qu'en est-il de la donnée exactement et du traitement qu'on peut faire pour... Est-ce qu'on peut faire un traitement spécifique pour améliorer les performances des modèles? Donc est-ce qu'il vaut mieux utiliser des données brutes telles qu'on l'a ou la transformer afin de l'adapter au modèle ou peut-être d'adapter la donnée au modèle ou le modèle à la donnée? Et ce traitement, en fait, c'est pas nouveau. Ça existe avant, c'était avant qu'il y ait tout un boom avec une quantité phénoménale de données qui était produite. En fait, ça s'appelait le feature engineering ou la connaissance experte. Et ça, alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est un tri, une expertise qui vient a priori afin de trier les informations qui sont pertinentes à donner au modèle. C'est une expertise qui s'exerce via donc majoritairement la transformation des données, mais c'est surtout un des facteurs qui peut avoir le plus d'impact sur les performances des modèles. Impact qui peut être positif comme négatif. Alors pour illustrer ça, voici un index de consommation électrique avec à gauche un pic de consommation normale et à droite un écart dans les consommations. Donc là, si on cherche à mettre en relief, en valeur ces anomalies, on peut utiliser différentes transformations. Par exemple, dans le cas d'un pic, c'est un changement brusque et soudain. Donc on peut penser tout de suite à la dynamique, à la dérivée qui peut être pertinente à regarder, et on va se rendre compte que l'utilisation de cette transformation, de cette dérivée, permet de très bien mettre en relief le pic. Par contre, dans le cas de l'écart, on va réussir à mettre en relief la première chute, la remontée finale, mais pas les données intermédiaires. C'est normal, elles se ressemblent, donc on va avoir un problème de détection, pas pour les pics, mais pour les écarts, si on utilise ce genre de transformation. Pour le résidu, alors on peut utiliser d'autres styles de transformation. Ici, je vous présente également le résidu qui va avoir un autre effet. Alors, le résidu, c'est quoi? On part du postulat que chaque donnée peut être décomposée en 3 éléments. Une saisonnalité, une tendance, et tout ce qui n'appartient pas à ces éléments-là, c'est un reliquat, c'est le résidu.
Et on peut voir ça un peu comme une dérivée beaucoup plus longue. Et donc, dans le cas d'un pic, on va mal définir ce pic-là, on va inclure d'autres informations en utilisant le résidu, alors que pour l'écart, on va bien réussir à intégrer l'information de l'écart et donc peut-être faciliter les capacités de détection de nos modèles. Et donc, on peut le voir que selon la transformation qu'on va utiliser, on va avoir des effets totalement différents. Maintenant qu'on a vu comment on pouvait faire les choses, comment on arrive à évaluer les différentes performances de nos modèles? Ben là, ça revient à se poser deux questions. Est-ce qu'on sépare bien les anomalies des observations normales? Et quand le modèle détecte ou dit qu'il y a une anomalie, à quel point il est crédible dans cette détection? Donc, la première question, ça vient se poser une question sur la qualité de la détection de nos modèles. Ça, pour les spécialistes, on utilise le CROC, c'est un score qui va de 0 à 1. Quand on s'approche de 1, on a une séparation qui est parfaite. Quand on a un score qui s'approche de 0, on a une très mauvaise séparation. Et la particularité, c'est que quand on est à 0,5, c'est une séparation aléatoire. Donc typiquement, si vous avez un modèle qui est à 0,2, faites l'inverse de ce qu'il dit, vous aurez des bons résultats. Et pour la deuxième question, ça revient à se demander quelle est la fiabilité de nos modèles et de leur détection. Pareil, c'est un score qui va de 0 à 1. Quand on s'approche de 1, on a une prédiction qui est fiable. Quand on s'approche de 0, en fait, on a beaucoup de fausses alertes. Et ça, c'est très important, on ne fait pas ça régulièrement, mais il faut utiliser plusieurs métriques parce que ça permet d'adopter plusieurs points de vue. Notamment dans un cas d'exploitation, peut-être que des fois, on va chercher un compromis entre la qualité de détection, même la fiabilité. Et ça, c'est extrêmement important, on ne le fait pas souvent, mais donc voilà, au moins vous aurez peut-être appris ou retenu quelque chose là-dessus. Et nous, comment on a fait pour ça? Donc je vous ai bien montré, il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup d'anomalies. Et on a décidé de prendre nos grosses chaussures et de tester beaucoup de modèles différents. Donc je reprends les autoencodeurs, les KNN et isolation de Forest, et on a changé leurs différents paramètres, leur architecture, pour au final créer et évaluer un large éventail de modèles différents pour voir leur comportement. Comme ce sont les plus utilisés, c'est assez représentatif. À la fin, on a créé environ 1,2 million de modèles qu'on a pu tester sur des sets de données. Pour vous donner une petite idée, c'est 3 semaines d'entraînement sur un serveur dédié à temps plein. Voilà. Et ces données-là, on les a testées sur différentes anomalies, comme je vous ai présenté précédemment, qu'on a générées synthétiquement afin de pouvoir faire varier leur durée, leur nombre et leur intensité, c'est-à-dire à quel point elles avaient un impact négatif sur la donnée. Intuitivement, on pourrait se dire que plus une anomalie est de forte intensité, plus elle est simple à détecter. Et donc nous, c'était de connaître un petit peu la limite qu'on pouvait avoir. Et ça, c'est très important parce que dans la réalité, on n'a pas des anomalies qui sont toutes faites. Elles sont générées par des processus aléatoires. Donc c'est bien de se rendre compte quelles sont les limites des différentes approches. Grâce à ça, on a pu créer 260 ensembles de données anormaux sur lesquels on a testé nos modèles. Et comme je vous ai dit précédemment, la donnée, c'est primordial. La transformation, potentiellement très important. Et donc, on a testé plusieurs transformations. On s'est basé sur les données de température et de CO2, et on a testé environ une trentaine de combinaisons différentes, afin d'en observer les résultats. Et là, on s'approche dangereusement de la pause de midi. Donc, pour éviter de faire peur à tout le monde, je vais y aller petit à petit pour vous présenter nos résultats. Donc, je vous rappelle, il y a 1,2 million de modèles. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, comment va se lire les résultats que je vais vous présenter? Vous avez à gauche les scores de qualité et à droite les scores de fiabilité. Hop là, on va y arriver. Donc pareil, pour chaque colonne, partez du principe que plus on s'approche de la droite pour cette colonne-là, meilleurs seront les résultats. En plus de ça, on va regarder l'influence des techniques de détection d'anomalies sur chaque type d'anomalie qu'on a identifié précédemment. Donc ça va représenter une ligne pour les pics, les bruits, les écarts et les plateaux. Et nos résultats vont prendre cette forme-là, des boxplots, alors de différentes couleurs, les autoencodeurs en rouge-rose, les cas plus proches voisins en jaune, les isolations de Forest en bleu, et les pastilles des mêmes couleurs qui vont représenter les meilleurs modèles, les 1% des meilleures combinaisons, à la fois en termes de qualité et de fiabilité. Et pourquoi on utilise des boxplots? Comme je vous ai dit, on a 1,2 million de modèles en termes de résultats. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est à regarder des tendances. Et ça, les boxplots, elles sont très bonnes. Vous avez à gauche le petit trait noir, ça va représenter le score minimum. Tous les petits points en dehors, c'est ce qui est considéré comme des anomalies. La boucle est bouclée. La petite boîte rose, le premier trait du côté gauche, ça va représenter le premier quartile. Le trait au milieu, ça va représenter la médiane. Donc la moitié des résultats sont inférieurs ou supérieurs. Le troisième petit trait de couleur du côté droit, ça va être le troisième quartile.
Et le dernier trait noir, ça va être les valeurs maximum. Et là, on a l'ensemble des résultats, attention les yeux, c'est que le début, qu'on a pu tester. Donc c'est réparti par type de score, type de modèle utilisé et type d'anomalie étudiée. Et quand on regarde ça, on peut déjà se dire, on peut déjà avoir quelques informations essentielles. Tous les modèles ne sont pas égaux face au type d'anomalie qu'on cherche à repérer. Là, ces traits représentent la moyenne des médianes, en gros pour chaque modèle à chaque fois. Et ce qu'on remarque, c'est que dans le cas des pics, on a des très bons résultats, que ce soit en termes de qualité et de fiabilité, alors que pour les plateaux, c'est très, très, très mauvais. Typiquement, on est dans le cas de ce que je vous ai dit, en moyenne, bah écoutez, faites l'inverse de ce que le modèle vous dit et vous aurez des bons résultats. Mais c'est notamment pire en termes de fiabilité, ça veut dire qu'on a énormément de faux positifs. Donc, en plus de ça, ce qu'on remarque, c'est que les auto-encodeurs, qui sont donc des modèles un peu complexes de deep learning, sont meilleurs que des méthodes plus simples. En première approche, c'est ce qu'on se dirait, où là, ce qu'on constate, c'est l'écart entre la médiane des auto-encodeurs et la moyenne des médianes des autres modèles. Où c'est une ère en vert, ça montre qu'il y a quand même de meilleures performances de leur côté, sauf dans le cas des plateaux, mais bon, tout est mauvais, donc on s'en fiche un peu. Et enfin, eh ben, il n'y a pas de modèle qui semble être le plus performant, enfin qui semble être performant pour tous les types. En vrai, on s'en doutait un petit peu, ça se saurait. En machine learning, on dit le no free lunch. Bah voilà, rien n'est jamais gratuit. C'est le cas ici. Mais si on regarde un petit peu nos résultats dans les détails, hop là, on va observer certaines tendances. Alors déjà, comme je vous avais dit, plus une anomalie est impactante, plus elle va être simple à détecter. Donc ça, jusqu'ici, tant mieux, on est sur la bonne voie. Mais surtout, on va observer des écarts de performance très importants selon les transformations qu'on va utiliser et selon les types d'anomalies sur lesquelles elles vont se retrouver. Donc le postulat de départ commence à se vérifier de manière sensible. Et en plus, pire que ça, c'est que de tous les paramètres qu'on peut considérer, que ce soit en termes de modèles, de données et d'anomalies, ce sont les transformations qui ont le plus d'importance sur nos résultats. Donc maintenant, on pourrait se demander, il se passe quoi si on ne gardait que les transformations qui marchent le mieux pour chaque type d'anomalie et chaque type de modèle? Est-ce qu'on observerait de vrais écarts? Et donc là, ça va être cette représentation ici, où vous avez en gris les anciens modèles que je vous ai présentés précédemment, et en couleur, les modèles cette fois filtrés à l'aide des meilleures transformations qui ont marché donc le mieux pour chaque type de modèle. Et ça prend cette forme-là. Et là, ce qu'on remarque, c'est que ce que vous voyez, c'est la moyenne des médianes en rouge avant, la moyenne des médianes en vert après, et la flèche en vert indique si ça devient un filtrage qui est positif. Là, ce que vous voyez, c'est que quoi qu'il arrive, l'utilisation de transformation a grandement amélioré déjà la fiabilité de l'ensemble des résultats, mais a globalement amélioré la qualité des résultats. Alors, il y a des fois, même quand c'était extrêmement bon de base, ça a quand même permis de l'améliorer. Donc, ça avait un réel impact. Et surtout, petite victoire quand même pour les plateaux. Ça y est, les modèles, ils disent enfin quelque chose de pertinent et de cohérent. On a réussi notre travail là-dessus. Et la plus grande surprise, et le point le plus intéressant, c'est que des modèles beaucoup plus simples, grâce à ça, dépassent des modèles beaucoup plus complexes de deep learning. Des modèles ici d'auto-encodeurs, les KNN, la majorité du temps, vont être meilleurs cette fois que des auto-encodeurs. Dans le cas des anomalies de type pic et bruit, ce qu'on va constater, c'est que c'est la dérivée qui va permettre d'avoir les meilleurs résultats. Et ce sont les écarts. Et pour les écarts et les plateaux, ça ne va pas être tant une notion de transformation, mais plus de contexte donné au modèle afin de pouvoir détecter correctement les écarts et les plateaux. Typiquement, on s'est rendu compte qu'il fallait donner des données normales et anormales au modèle pour qu'il puisse repérer qu'il y avait une anomalie dedans. Parce que des fois, elles sont tellement grandes qu'on arrive à des moments où c'est une donnée qui est totalement anormale et l'algorithme ne sait plus faire la différence si c'est une donnée normale ou anormale. Et enfin, parce qu'il faut quand même critiquer un petit peu, ce qu'on a constaté, c'est que il y avait quand même une dispersion qui était relativement importante dans nos résultats, qui parfois même était pire avec le filtre. Ça sous-entend qu'il y a encore du travail à faire, que les transformations ne font pas tout. Maintenant, il faut un petit peu regarder au niveau des algorithmes, au niveau des données, comment on peut ajuster les paramètres et les différents éléments afin d'améliorer nos résultats et de resserrer nos prédictions. Donc là, on remarque pour la détection d'anomalies, c'est que
même en filtrant, bon, il n'y a toujours pas de modèle performant pour tous les types d'anomalies, qu'il est notamment très important de considérer les données et leur traitement de prime abord, afin d'améliorer les performances sensiblement, mais surtout que des modèles très simples de machine learning en fait, peuvent dépasser des modèles beaucoup plus complexes de deep learning. Donc c'est des modèles, les KNN, il n'y a pas besoin d'entraînement. Il n'y a pas besoin de dédier, d'avoir de la donnée ou de l'historique. Ça, c'est extrêmement intéressant et c'est grâce à l'expertise métier qu'on peut le faire. Mais là, ce que je vous ai présenté, c'est comment on a apporté notre expertise métier dans des réseaux de neurones, dans de l'intelligence artificielle. Et si on essayait d'aller un petit peu plus loin, alors Pierre vous a fait un petit teaser tout à l'heure, si on apportait des réseaux de neurones, de l'IA, dans de la connaissance experte, il se passerait quoi? Et ça, c'est le projet PINS que Maxime va vous introduire. Merci Enguerrand. Effectivement, donc le projet PINS, c'est un projet qui vient de débuter, qui a été cofinancé par le Lab Recherche Environnement dans le cadre de son appel à manifestation d'intérêt sur l'intelligence artificielle. Alors, il s'appelle PINS pour Physics Informed Neural Networks, c'est-à-dire c'est des types d'approches où on va apporter de la physique dans le processus d'apprentissage des réseaux neurones, mais également, on peut aussi amener des réseaux neurones dans les modèles physiques qu'on va utiliser. Donc c'est un peu différent par rapport à ce qu'on a vu ce matin. L'idée là n'est pas de remplacer le modèle physique par un modèle d'IA, mais plutôt de compléter le modèle physique avec de l'IA. Et le contexte d'application de ce projet, il s'inscrit dans un cadre de mesure et vérification. On souhaite caractériser la performance énergétique des bâtiments. Et en particulier, on s'intéresse à la performance énergétique intrinsèque des bâtiments. Et donc la question, c'est comment la mesurer. Alors classiquement, on l'a vu dans un processus de conception, que ce soit en neuf ou en rénovation, les performances énergétiques attendues en phase de conception sont souvent quasi systématiquement différentes des performances réellement mesurées en phase d'exploitation. Et donc ces différences posent des questions sur comment garantir la qualité des travaux, tout en prenant en compte la limite des logiciels de conception en phase de conception, et enfin prendre en compte aussi la réalité du terrain. Alors quand on parle de performance intrinsèque des bâtiments et quand on souhaite la mesurer, on va s'intéresser surtout à l'enveloppe. Donc pour mesurer la performance de cette enveloppe, on peut l'approcher sous deux angles. Le premier angle, c'est qui concerne la perméabilité à l'air du bâtiment. Cette perméabilité à l'air, on peut la mesurer directement, même partiellement, avec des tests de porte soufflante. Donc sur cette partie-là, il y a moins de problématiques, moins de limites. Par contre, le deuxième angle va concerner la mesure du niveau d'isolation globale du bâtiment. Et là, la problématique par rapport à la perméabilité à l'air du bâtiment, c'est qu'il n'y a pas de mesure directe possible. C'est impossible de faire une mesure directe. On doit utiliser des méthodes spécifiques à chaque fois qui vont mesurer de manière indirecte cette performance globale. Et le principe de cette méthode, à chaque fois, c'est de calculer un coefficient de déperdition thermique du bâtiment par transmission, qu'on nomme classiquement HTR. Alors le principe de ces méthodes est le suivant. Donc souvent, on va soumettre notre bâtiment à des conditions d'exploitation spécifiques. Donc souvent, sans occupation, on va peut-être aussi arrêter certains systèmes. Et en parallèle, on va faire un modèle thermique théorique de notre bâtiment. Et le but sera de comparer les températures mesurées sur site aux températures simulées par notre modèle théorique. Et ensuite, ce modèle théorique, on va le modifier, on va modifier ses paramètres à partir des données mesurées pour essayer de faire caler nos températures simulées avec nos températures mesurées. Et enfin, grâce à ce modèle thermique modifié, on va pouvoir prendre ces paramètres et calculer notre HTR en exploitation. Et ensuite, ce HTR en exploitation, on va le comparer au HTR théorique. Alors, il existe différentes méthodes sur le marché. On peut citer la méthode Seren ou encore la méthode Isabelle développée par le CSTB. Et donc la question là maintenant, et c'est tout l'objet du projet PIN, c'est de dire finalement comment on peut améliorer les performances de ces méthodes grâce à de l'intelligence artificielle. Et je reprends la main. Donc ça, c'est nos travaux en cours qu'on va vous présenter. Et donc si on reprend le même endroit où s'arrêtait Maxime, c'est-à-dire qu'on est dans un bâtiment avec des conditions d'exploitation spécifiques, là c'est facile, ici. En fait, on peut construire un modèle thermique théorique. Donc ça, Patrick, il en a déjà bien parlé. On va renseigner dedans les éléments dont on a connaissance, ce soit en termes d'enveloppe, potentiellement des systèmes, mais aussi y apporter peut-être des conditions sur les sollicitations qu'on a à disposition. Alors, bien sûr, on ne connaît pas tout, et malheureusement, voilà. Donc il y a des informations, que ce soit relatif à l'enveloppe, à l'occupation du bâtiment. Alors, pour tout ce qui est sollicitation, occupation, donc ça, on en a déjà parlé avant. Jean-Noël, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en avait parlé. Pour l'enveloppe, il y a eu aussi des questions, ou même Patrick en a parlé sur les incertitudes, les informations qu'on n'a pas sur ces éléments-là.
Et il y a encore des informations qu'on n'a pas sur les interactions potentielles. On peut regarder ici, qu'est-ce qui nous dit qu'il se passe un lab de la même manière, mais que cette fois, on n'a pas envie de baisser les stores. Ça, on ne peut pas le deviner à l'avance. Et c'est pour ça que nous, on va intervenir et remplacer l'ensemble de ces éléments-là par des réseaux de neurones. Donc, ce sont des réseaux de neurones qu'on souhaite dédier à une tâche spécifique et d'estimer, de se greffer à la structure physique qu'on a déjà identifiée et de servir de compensation pour tout ce qu'on ne connaît pas, afin de pouvoir mieux approximer en fait notre modèle thermique de bâtiment. Là, on peut choisir de soit dédier un réseau de neurones à chaque problématique qu'on a identifiée. Alors, il y a des problèmes qui sont soulevés par ça, c'est-à-dire qu'on peut oublier certains éléments, et dans ce cas-là, ça va se compenser sur les réseaux de neurones qu'on utilise déjà, mais mais ça nous permet d'avoir une approche qui est beaucoup plus fine. On peut sinon choisir de faire un réseau de neurones unique, qui va servir à compenser l'ensemble des éléments qu'on n'a pas. Là, alors c'est une approche beaucoup plus simple, mais le risque, c'est d'avoir l'équivalent d'un ballon tampon dont on ne connaît pas vraiment les effets, et là, c'est la définition claire d'une boîte noire. C'est pour ça que nous, on préfère la première approche. Et on va utiliser, en fait, on va entraîner conjointement ces deux modèles-là, afin d'optimiser les différents paramètres, que ce soit du modèle ou même des réseaux de neurones, à l'aide de mesures en exploitation. Donc on a peut-être récolté grâce à des mesures dans le bâtiment, mais aussi grâce à des GTB. Et à la fin, on va obtenir un modèle qui va nous permettre, par simulation, d'obtenir un HTR qui va être évalué, qu'on va pouvoir comparer avec un HTR théorique. Alors là, ce sont les questionnements qu'on a vis-à-vis de cette approche. Le HTR qu'on a évalué, est-ce qu'on peut vraiment le faire en période d'occupation? Les méthodes dont Maxime a parlé, justement, ça se fait en période d'inoccupation, sur une certaine durée. Nous, notre objectif, c'est de le faire en période d'occupation. Voilà, on se pose la question de la faisabilité quand on arrive au bout. Est-ce qu'il y a besoin de conditions spécifiques d'exploitation? Est-ce qu'on peut le faire en pleine journée ou il faut attendre la nuit ou d'autres conditions? Et surtout, Patrick, là encore, l'avait évoqué, quelles sont les incertitudes autour de ce HTR en sortie du modèle? Est-ce que la sortie qu'il nous donne est fiable, tout simplement? Sinon, ça ne sert à rien de comparer ou d'utiliser ce genre d'éléments. Enfin, et ça c'est le point particulier, notamment dans les pins, c'est quelle est la quantité de données nécessaires pour l'entraînement du modèle augmenté? Est-ce qu'il va nous falloir 4 mois, 3 mois, 2 mois? La méthode sereine dont a parlé Maxime, en fait, c'est en période d'inoccupation sur 4 jours. Est-ce que peut-être, nous, on peut faire en période d'inoccupation sur 1 jour? Voilà. Ou bien en occupation sur 2-3 semaines. Est-ce que c'est suffisant? Et enfin, et ça c'est un autre très gros point positif, c'est que ce modèle-là, à la fin, c'est un très bon modèle qui représente bien le bâtiment. Et donc, est-ce qu'on ne peut pas le réemployer afin de faire du pilotage de l'installation? Donc ça, ce sont les questionnements qu'on a. On a déjà avancé sur le projet. On est en train de complexifier nos différents modèles et nos différents cas d'études. Et on vous donne rendez-vous dans quelques mois, peut-être pour un nouveau lab, pour en discuter avec plaisir. Merci. Merci à tous les deux. Alors, est-ce qu'il y a des questions? C'est pas le meilleur moment pour avoir envie de poser une question. Surtout que c'était très clair. Alors, ouais. Il y a une question dans la... Patrick est dans la salle après. Donc le dernier point, c'est du transfer learning, c'est ça? Non, le transfer learning, ça serait d'entraîner un réseau de neurones, comme vous le faites, et de transférer l'ensemble de son apprentissage dans un autre modèle de réseau de neurones. Dans ce cas-là, on vient assister un modèle physique qui existe déjà, qui est déjà performant sur certains points, mais dont soit il manque des éléments parce que c'est par exemple un modèle réduit. Donc par exemple, il est peut-être moins bon sur de l'inertie ou ce genre de choses, soit parce qu'il nous manque des données, des sollicitations. Non, je parle de modèle réduit, je ne parle pas de Pléiade. Par exemple, il nous manque des informations. On pense souvent aux sollicitations, mais même des informations sur l'enveloppe, sur des effets de l'enveloppe spécifique, comme là des interactions qu'on aurait du mal à estimer. Et le but du réseau de neurones, c'est on l'installe d'une manière structurée et physique à un modèle déjà existant. On le borne, c'est-à-dire qu'on ne l'autorise pas à faire n'importe quoi. Et le but, c'est qu'il s'imprègne des données complémentaires et qu'il aide le modèle physique
à faire de bonnes prédictions. C'est pour ça qu'à la fin, on arrive à un modèle qui est augmenté, qui est à la fois physique et réseau de neurones. On garde les bonnes habitudes de se présenter. Bonjour, Sébastien Zarza, Vinci Construction, pour le coup. Ma question, c'était est-ce que ces modèles-là, ces méthodologies-là qui mélangent des modèles physiques avec des modèles théoriques servent de base pour l'option hybride du protocole IP-MVP dans le cadre des engagements énergétiques? Merci. Alors pour l'instant, non, c'est pas forcément pris en compte dans cette approche hybride. Après, effectivement, ça pourrait être pris en compte, effectivement. Mais pour l'instant, non, c'est plutôt orienté sur l'évaluation du HTR, en tout cas dans un premier temps. Et on pourrait effectivement l'amener dans une démarche plus large de garantie de performance énergétique. Après, la difficulté, c'est que ces modèles PINS reposent sur de la donnée. Donc si on est sur de la projet en neuf ou en rénovation, on n'a pas cette donnée pour entraîner ce modèle physique. Donc il y a une question effectivement de à partir de combien de mois, d'années, effectivement, si on peut passer d'une option D ensuite à une option C, est-ce que ça entrerait effectivement ce type de méthode dans le cadre d'une option C au bout de 1 ou 2 ans après la livraison du bâtiment? C'est intéressant aussi, c'est que vous répondez à une question qui avait été posée tout à l'heure sur l'impact entre guillemets l'impact énergétique de l'IA. Là, en fait, avec vos travaux, ce que vous expliquez, c'est que en creusant dans le détail pour la détection d'anomalies, vous utilisez finalement les modèles les plus frugaux, si je comprends bien, par rapport à même ce qui se fait déjà maintenant. Exactement. Donc, tout l'intérêt, c'est de savoir ce qu'on donne et pourquoi on le donne. On n'est plus dans une optique alors ça a longtemps été le cas, à quel point ça l'est encore, notamment dans les domaines très informatiques, de donner toute la donnée qu'on a à disposition. En fait, on se rend compte qu'on pense que c'est une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Les modèles sont très gros, ils mettent longtemps à s'entraîner, et il y a plein d'informations parasites. Donc c'est un peu comme nous, si on nous donnait je ne sais combien de données à regarder, je pense qu'on préférerait tous avoir une ou deux données pertinentes, triées sur le volet avant, quitte à faire des estimations. Et pour les réseaux de neurones, c'est pareil. Alors, toutes les techniques sont différentes, mais ça permet, dans ce cas-là, notamment des techniques beaucoup plus simples, de donner des très bons résultats. Et là, c'est assez impressionnant, c'est pour vous donner une idée, un simple modèle d'auto-encodeur, donc on les a entraînés sur 2 ans de données pour avoir les résultats qu'on a là. Donc c'était sur des maisons qui étaient monitorées en termes de température et de CO2. On a aussi fait électrique, de la consommation électrique, etc. Et on se rend compte qu'un modèle qui n'a jamais été entraîné avant permet d'obtenir des résultats qui sont bien meilleurs. Voilà, c'est ça qui est impressionnant. Ah oui, et l'ordre, pour donner un ordre d'idée, un modèle d'auto-encodeur sur ces données-là, il met approximativement 2-3 heures pour être entraîné, en admettant qu'on sache ce qu'on fait. Et selon l'architecture, par exemple si on emploie des STM, on peut aller jusqu'à 10 fois ce temps-là. Donc c'est quand même un gros gain. Je crois qu'on peut les applaudir à nouveau. Je trouve que l'échange là qu'on vient d'avoir, les échanges qu'on a eu toute la matinée, mais peut-être en particulier celui-là, je trouve ça très intéressant. Si on le reconnecte à ce que Jean-Noël, en introduction, exposait sur l'intérêt de disposer d'outils, disposer d'approches pour finalement travailler sur la gestion des projets en coût global. Alors ça paraît évident parce qu'on en parle depuis, je sais pas moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'entreprise et ça fait 20 ans qu'on parle de coût global. Et en fait, ces approches-là qui paraissent peut-être pas forcément connectées au départ à des métiers comme ceux de Vinci, elles sont tout à fait pertinentes pour répondre à ces questions qu'on se pose au quotidien. Moi, je trouve ça, c'est un point qui est pas forcément évident quand on commence à créer l'ordre du jour de ces événements, de se dire de faire comprendre que finalement tout le monde converge dans la même direction. Voilà, on a tous pas tous le même maillot, mais on a tous la même passion, comme le dit la pub. Si je puis me permettre d'ailleurs de rajouter à ça, qui est intéressant, c'est qu'on a tous quelque chose à partager. L'expertise, elle vient de partout. Donc
On a eu des questions d'architectes, on a eu des questions CVC, on a eu d'autres. En fait, chacun a une expertise à apporter dans ce genre de domaine afin d'améliorer en fait ce qu'on peut produire. Et dernier petit point, dans le passé, on a fait des choses bien. Ça sert à rien de les mettre de côté. Donc ça, c'était le cas avec les modèles que j'ai présentés de KNN, mais aussi avec le dialogue. Voilà, merci. Et peut-être aussi un autre point quand on vous écoute, ou quand on vous écoute tous, c'est en ce moment il y a, je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous vous inquiétez pour leur avenir, mais il y a beaucoup de livres sur le fait qu'il n'y aura plus besoin de faire d'études avec l'intelligence artificielle, ou certains influenceurs ou certains animateurs de réseaux sociaux évoquent aussi ce genre de problématiques. Il y avait une interview de Yann Lequin là, dans le challenge de cette semaine, où lui, au contraire, il expliquait que c'était de plus en plus crucial de faire des études longues parce que, je cite, le progrès technologique se basant de plus en plus sur la science, il faut des ingénieurs, peut-être même des docteurs, des post-doctorants, encore plus qualifiés pour piloter l'IA et innover. Et ça, c'est ce type de preuves aussi qu'on apporte aujourd'hui. Donc bref, si vous avez des enfants, encouragez-les toujours à faire des études parce que c'est quand même primordial. Voilà ce qu'on pouvait dire en partie en mot de la fin. Je voulais remercier les équipes de Cap Science là, qui discutent au fond de la salle comme si de rien n'était. Merci beaucoup à vous parce que c'était vraiment un endroit formidable pour avoir notre événement. Merci à Maria Beraldi qui a organisé l'événement. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et merci à Jeanne Dorin qui est au fond de la salle, qui a aussi beaucoup aidé Maria Beraldi dans l'organisation de l'événement. Merci aux intervenants. Alors les intervenants, c'est pas que des intervenants, c'est des gens qu'on a mis autour de la table progressivement. On a commencé par poser la question à Maxime à l'Université de Bordeaux. Est-ce que tu penses qu'on peut faire un événement à Bordeaux ? Vous avez réussi à mobiliser tout votre écosystème avec Nobatech. Puis après, on a posé aussi les questions côté Vinci. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de répondants, en particulier dans les entreprises de Vinci Énergie et puis Jean-Noël, qu'on retrouvait aussi dans beaucoup de projets. Et on est très heureux d'avoir contribué à monter cette conférence avec vous toutes et tous. C'était vraiment hyper sympa, évidemment, mais aussi hyper utile parce que en fait, on connecte ensemble des gens qui potentiellement pourront être amenés à travailler ensemble à nouveau à l'avenir. Je vois aussi Newable, et c'est très bien parce que on est toujours très heureux de pouvoir mettre en lumière des innovations comme celle-ci. Donc merci à tous, merci également aux participants. C'est rare d'avoir des gens qui restent jusqu'au bout aussi longtemps, donc merci à tous. Il y a un cocktail juste derrière. Je vous dis donc peut-être à bientôt à Bordeaux et aussi peut-être à bientôt à Paris où nous organisons notre prochain événement dans le cadre du festival Building Beyond le 16 avril. On est toujours sur la thématique de l'énergie. C'est un petit peu plus grand public, mais dans l'événement qu'on va organiser, on répondra à des questions comme je sais pas, quel est le temps de retour énergétique d'un panneau solaire photovoltaïque, quel est l'impact de la végétalisation sur la température dans les bâtiments, et puis aussi plein de retours d'expérience, de mesures, de projets, de maisons, de collectifs qui ont été rénovés avec l'intervention de Thierry Rieser, qui était le patron d'Enertech jusqu'à il y a peu. Voilà, merci à tous et à bientôt.